Bonsoir à tous. Sachez que nous sommes ravis de vous retrouver chaque mercredi soir. L'aspect financier, les honneurs et la recherche du pouvoir sont au cœur de l'appréciation de la vie politique locale par les uns et les autres. Quelle est donc la place de l'envie de servir, de s'occuper de la cité, mais aussi la volonté de faire pour une population? Est-ce réellement l'appât du gain qui prime en politique? La réponse peut être compliquée, mais elle ne peut se passer d'objectivité et de transparence. J'aimerais m'arrêter sur un sondage réalisé en ligne par Opinionway pour LCI en janvier 2019 sur un échantillon de 1042 personnes et où les Français répondaient à cette question: les élus français sont-ils trop payés? Alors là, 77% des personnes interrogées estimaient que les élus sont trop payés. 14% d'entre eux disent que la rémunération des élus est bonne. Et seulement 8% des sondés jugent que leur salaire n'est pas assez élevé. Le président du MEDEF, Patrick Martin, dit que les élus ne sont pas suffisamment rémunérés et pour justifier son positionnement, il parle d'exposition médiatique, il parle aussi des risques réputationnels et juridiques auxquels ils sont confrontés. Il poursuit en disant « Il n'y a que comme cela qu'on attirera des talents ». Mais pour aller plus loin, il serait intéressant de savoir sur quelle base s'appuyer pour asseoir une telle affirmation et pour porter une analyse factuelle. Regardons de plus près les résultats de ce sondage. Parmi les hommes sondés, 74% sont à penser que cette rémunération est trop haute, contre 79% parmi les femmes. Donc, un petit décalage. Par contre, la perception est plus marquée en fonction de l'âge. Les jeunes entre 18 et 24 ans sont moins critiques sur le salaire des élus, car ils représentent une proportion de 64%, alors que 82% des plus de 50 ans ont eu des réponses négatives sur la rémunération des édiles. Il faut juste rajouter que le fait de vivre dans une commune rurale ou dans une petite ville de moins de 20 000 habitants augmente aussi le ressentiment contre la rétribution indemnitaire des élus. Mais parmi les sondés qui vivent à la campagne, 81% sont à penser que leurs élus gagnent trop et 85% dans une petite ville. Alors à ce stade, quelques éléments d'appréciation. Quelle est la rémunération réelle d'un maire, par exemple? Les maires des communes de moins de 500 habitants ont une rémunération de 1 026,51 €. Celle des maires de communes de 500 à 1 000 habitants s'élève à 1 622,29 €. Et pour les communes de 1 000 à 3 500 habitants, le montant est de 2 077,17 € brut. Actuellement, cette indemnité varie entre 2 200 et 4 400 bruts par mois pour les communes de 3 500 à 100 000 habitants. Pour les maires qui cumulent plusieurs mandats aux fonctions, selon l'Association des maires de France, le cumul ne peut permettre de percevoir au total plus de 8 861 € par mois. Alors, il faudra ce soir répondre à cette thématique pas facile, mais qui est au cœur des discussions entre amis, dans les familles et entre collègues. Être élu, servir ou s'enrichir. Voilà donc cette thématique qui est mise en débat ce soir. Et avec moi en plateau, pour l'instant, 4 invités. Tout d'abord, honneur aux dames. Evita Chevry, que vous connaissez, mais pour ceux qui regardent pour la première fois cette émission, Evita Chevry est avocate. Nous avons de l'autre côté du plateau Harry Ancelade. Harry Ancelade qui est ingénieur et chef d'entreprise. Raymond Otto, le Raymond national de la Guadeloupe, qui est sociologue, anthropologue. Et de l'autre côté du plateau, j'y reviens,
nous avons Jean-Louis Francisque, qui est le maire de la commune de Trois-Rivières. Voilà donc pour nos 4 invités. Normalement, il y en a 2 qui devraient nous rejoindre d'ici quelques minutes. Mais nous débutons cette émission. Vous avez la thématique, vous avez aussi des choses à dire aux Guadeloupéens. Mais tout d'abord, dire une petite définition. Quel est le sens à donner au mot « servir » et quelle résonance doit-il avoir lorsqu'on parle politique? Comme vous le voulez. On va débuter avec qui veut. Non, j'attaque. Oui. Alors la question, c'est définir, effectivement, lorsqu'on fait le choix de s'investir pour une population. C'est déjà de savoir quelle est la réalité de cette population, quelles sont ses attentes, et aussi quelle est ce que j'aime bien, effectivement, parce que tout le monde parle de feuille de route, quelle est la feuille de route de la commune? C'est-à-dire que lorsqu'on vient... Je ne parle pas de politique politicienne, hein. Je parle effectivement de la personne qui a décidé de s'occuper des choses de la cité. Dès lors qu'il vient aux affaires, c'est dans un but justement d'améliorer le quotidien des personnes en connaissance de cause. Je crois que c'est ce qui est important parce que c'est ce qui va permettre une adéquation entre toutes les tâches à produire pour la cité et pour le bien-être de la cité. Et aussi le temps imparti, qui est le temps de l'élection, puisque ce temps-là n'est pas indéfini. Donc, ça veut dire que ça va demander à cette personne qui a décidé de briguer ce poste de faire cette adéquation entre le temps pour lequel il va effectivement s'investir et les grands chantiers qu'il va devoir mener, qui sont prioritaires pour le bien-être des résidents. Donc, servir, c'est cela. Servir, c'est cela. Mais dans servir, il y a aussi se servir. Mais c'est la deuxième partie de mon propos. Pour l'instant, restons sur servir. D'accord. Alors, Jean-Louis Francisque. Oui, donc, servir en politique. Oui, donc, juste déjà pour revenir sur quelques propos, les élus n'ont pas de salaire et disposent d'une indemnité. Indemnité. Oui. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, dès le départ, le législateur se dit que être en politique, ce n'est pas un travail, ce n'est pas une activité professionnelle. Donc, déjà, c'est ce premier point sur lequel on peut insister. Pour ce qui me concerne, je considère effectivement ce positionnement politique comme étant une mission. Donc, la mission, ça veut dire quoi? On vient, on est envoyé, certes, envoyé par qui, ou mis en place par qui? Par une population pour accomplir un certain travail. Alors, c'est vrai que je peux parler plus facilement de moi que de parler d'autre chose, parce que c'est vrai que c'est un terme qui revient souvent. Pour ce qui me concerne, je suis en totale disponibilité professionnelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je travaille dans une entreprise privée et donc j'ai mis une suspension à mon contrat de travail. Donc je ne perçois aucune indemnité, aucun salaire. Là c'est le salaire. Je ne perçois aucun salaire de mon entreprise avec laquelle je suis encore lié en étant en disponibilité pour me permettre d'assurer les missions publiques. Alors, c'est vrai que vous avez évoqué quelques montants. Alors, je ne suis pas là pour dire s'ils sont vrais, s'ils ne sont pas vrais. Pour ce qui me concerne, je peux affirmer, comme je le dis, parce que très souvent en politique, surtout en Guadeloupe, quand on parle d'argent, c'est très facile, surtout pour nos détracteurs, de pouvoir manipuler l'information. Pour ce qui me concerne, je puis dire qu'entre mon activité professionnelle et les indemnités reçues en tant qu'élu, j'ai une perte, c'est un appauvrissement, j'ai une perte sèche de plus de 20 000 euros. Ça, par an, je peux le prouver. Et quand les gens, certains adversaires s'expriment me concernant, je suis toujours... cela me dérange parce que j'aurais bien voulu un jour venir
avec des pièces, parce que quand on parle, il faut savoir justifier ses propos. Je peux venir avec des pièces, mon avis d'imposition, pour bien démontrer que mon salaire et les indemnités que je perçois n'ont pas de commune mesure. Donc, en fait, vous vous êtes appauvri. Je le confirme, oui. Et c'est la raison pour laquelle, à votre question, je pense et j'estime que, pour moi, la mission politique, c'est un sacerdoce, c'est une mission au service d'une population. Il y a des joies, certes, de très, très, très grandes joies, de savoir que vous pouvez porter une réponse à un administré. C'est une belle joie de savoir que vous rencontrez aussi des personnes au quotidien, des jeunes, des moins jeunes, que vous réussissez à sortir d'un certain niveau avec eux et leur permettre d'avoir une autre vision à l'issue de l'entretien. Ça, c'est une joie. Mais sur l'aspect financier, je suis prêt à le démontrer à la Guadeloupe tout entière, le jour où vous voulez, avec tous les adversaires autour de la table, ceux qui veulent quelquefois faire mal, je suis prêt à le démontrer. Alors, ce qui se dit, c'est que, bon, on va, puisque vous avez mis le pied dedans, je reviens tout à l'heure, mais ce qui se dit, c'est que vous êtes aussi au SMGEAG, et que là aussi, vous cumulez, donc ça vous fait un petit pactole. Alors, je me permets de répondre avant que les autres. Oui. Alors, vous savez, sur votre plateau, en ce 18 octobre, allez, je lance un appel, que l'élu guadeloupéen qui souhaite prendre les rênes du SMGEAG se présente et qu'il vienne. C'est une mission totalement bénévole que j'assure depuis le 1er septembre 2021. Et vous pouvez aller faire vos enquêtes, vous pouvez aller rechercher, et vous verrez qu'aucune indemnité. Alors certains très facilement disent « Ouais, mais il n'y a pas là, il y a un autre côté ». Eh bien, recherchez aussi aux autres endroits. Aucune indemnité n'a été versée à Francisque Jean-Louis. Francisque Jean-Louis, c'est un Guadeloupéen. Il est né le 21 novembre en Guadeloupe. Et il y a un problème en Guadeloupe. Et en tant qu'élu, en tant qu'homme d'engagement, je me suis engagé pour ma population. Mais je m'engage aussi en tant que Guadeloupéen. J'ai porté ce challenge très compliqué, très difficile. Et je n'attends qu'une chose des autres experts guadeloupéens, parce que nous sommes experts en tout. Tous ceux et toutes celles, tous les élus, tous ceux et toutes celles qui veulent, qui viennent au SMGEAG, qui se mettent au comité syndical, qui travaillent, qui prennent le discrédit. Parce que depuis le 1er septembre, je ne connais pas un Guadeloupéen qui a eu plus de discrédit que moi pour une mission qui, depuis plus de 40 ans, n'est toujours pas réglée en Guadeloupe. Voilà un peu... c'est dommage un petit peu que les propos soient énergiques, avec un peu de passion, mais c'est une émission énergique. On y va. On y va, franco. Alors maintenant, Evita ou Harry, sur la notion de servir. Evita, mon avocat. Bon, alors, tout d'abord, ce que je voudrais dire, attention, ce que vient de dire M. Francis, qui est excessivement important. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai décidé de ne plus travailler et de ne plus avoir de salaire, et ce que je reçois entraîne une perte. Ça veut donc dire que ce qui est versé en tant qu'indemnité de maire semble ne pas être suffisant. C'est bien ce que j'ai cru comprendre. Oui, il n'y a pas de comparaison possible. Voilà. Donc ça, c'est le premier point, parce que j'ai toujours entendu dire que ceux qui veulent vraiment exercer la fonction de maire de manière totale, ceux-là, ils ont ce problème. Ils ont ce problème d'indemnité pas assez élevée. Alors, évidemment, il y a la question des cumuls maintenant. Ceux qu'on trouve qui sont maires, qui sont conseillers généraux, ceux qui sont chez les pompiers, à l'hôpital, etc. Et parfois, on monte à des sommes effectivement importantes. Mais je pense que ce que vient de dire le maire de Trois-Rivières me paraît important pour qu'on sache que justement, pour le moment, la France n'a pas encore prévu d'indemnité sérieuse permettant justement à ceux qui travaillent de quitter leur travail. Parce que, en fait, en Guadeloupe, beaucoup de maires continuent à travailler. Il faut dire que la France est quand même le
9e pays européen en termes de rémunération de ces élus. Donc, il y a l'Italie, il y a d'autres pays, l'Allemagne, etc., rapportés au PIB, bien sûr, mais la France est 9e. Alors, on pourrait se dire, quand on entend ce qui se dit au niveau des élus, on pourrait se dire que les élus français sont très, très bien payés, mais par rapport à d'autres pays européens, et tenez-vous bien, là, on voit que les élus sont les mieux payés, c'est dans certains pays d'Afrique. Oui, mais on va arriver... En fait, moi, je parlais du maire. Je parlais de l'élu maire. Moi, je pense que les indemnités ne sont pas, selon moi, très élevées si on s'arrête à ce mandat, évidemment. Alors, servir, je pense que ce terme-là me gêne un peu. Pourquoi? Parce que ce qu'un politique doit faire, évidemment, c'est penser l'intérêt de sa population. Et l'intérêt de la population peut ne pas être perçu par et c'est là toute la difficulté, peut ne pas être perçu par les gens de la cité. Et c'est ça la force de quelqu'un qui veut vraiment servir, c'est-à-dire penser toujours l'intérêt de l'autre, être ambitieux pour les autres et accepter l'idée, par exemple, de perdre. Accepter l'idée de perdre les élections parce que justement, il a été capable de dire il faut prendre ce chemin-là alors que sa population lui disait de prendre l'autre chemin. Et c'est ça aussi servir. Servir, ce n'est pas seulement dire, voilà, en Guadeloupe, il y a une phrase qu'on dit souvent, bas pepla saïvlé, voilà, bas mounla, alors qu'on sait pertinemment, c'est parce que si on est maire, on est censé quand même être leader. Hein? Donc, je suis désolée, mais beaucoup de politiques, je ne sais pas s'ils appellent ça servir, beaucoup de politiques, effectivement, se contentent de dire, ben, le peuple veut ça, je lui donne ça. Une approche populiste. Ce n'est pas servir. Ouais. Pour moi, servir, c'est quand justement on se dit l'intérêt du peuple, voilà ce qu'il faut, je pense, voilà l'ambition qu'il faut. Il faut leur apprendre déjà il faut... Quelqu'un qui sert la population doit faire en sorte que quand ils arrivent au pouvoir, à un niveau, ils disent, bon, la ville est à un niveau, je peux dire 10, voilà, dans 6 ans, il faut que la ville soit à un niveau 50. C'est ça, quelqu'un qui veut servir. Et il faut que je puisse avoir dans ma population des gens capables de me dire ce que je n'avais pas quand je suis arrivée, des gens capables de me dire, Evita, ce que tu dis là, ce n'est pas juste. Des gens qui peuvent justement porter la contradiction et non pas continuer à tromper les gens en leur permettant justement de continuer à penser, à mal penser en fait. Et c'est ça la difficulté d'être, selon moi, d'être politique, c'est que parfois on peut jouer contre ses propres intérêts à soi, mais dans l'intérêt des autres. C'est ça, servir. Merci. Harry. Alors, déjà, je vais d'emblée répondre directement. Parce que quand je l'ai... À lui, à Bertrand hier, Francis. Parce que quand je l'ai écouté, je me suis dit, tiens, ça existe encore. Parce que, franchement, depuis le début, quand il est arrivé, il a pris le poste à SMGEAG. SMGEAG. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il faut être suicidaire pour prendre un truc comme ça. Bon, moi, je suis un professionnel. Depuis le temps qu'on parle des problèmes qu'il y a dans ça, et je vois tous les problèmes qu'il y a à régler dans cette affaire-là, mais surtout, le problème, c'est que il est évident qu'un homme ne va pas le résoudre. Ce qu'il lui faut, c'est une action collective, et on est loin de pouvoir faire une action collective ici. Alors je me disais, mais c'est fou de faire ça. C'est fou. Prendre un truc comme ça, il faut être vachement courageux. Mais quand j'apprends, parce que je ne savais pas que c'était en plus bénévole, mais en plus, c'est bénévole, ça s'appelle un acte suicidaire, presque. Mais bon, ou alors, ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup la foi. Mais c'est vrai que ça m'a surpris. Parce que ceci étant dit, moi, dans mon métier, maintenant, ça fait... depuis 80, je suis dans une activité où, que ce soit en France ou ici, on sait beaucoup de choses. On sait beaucoup de choses, et on sait aussi quels sont les rouages pour gagner de l'argent.
Et pour gagner de l'argent par le biais du pouvoir politique. Bon, on le sait, on le vit sous toutes les formes. Et bon, on le sait. Bon, là-dessus, il n'y a pas de naïveté à voir. Si on revient sur les problèmes de revenus, c'est vrai que j'ai toujours trouvé, par exemple, je me dis, en politique, d'ailleurs, quand on classe les Français, j'aimerais bien savoir, les élus français, je dis qu'il y a une différence à faire entre les élus français. Quand on parle du Sénat et du Parlement, ce sont des gens bien lotis, sans risque. Sans risque. Quand on parle de maire, c'est quelqu'un qui est dénudé avec tous les risques. Parce qu'il risque même le pénal. Moi, un mec qui est député, il risque rien. Il risque rien. On va lui dire qu'il n'a pas bien travaillé ou il ne travaille pas, il tourne sur les honoraires, etc. Le Sénat, on n'en parlons pas. C'est ce genre de... D'ailleurs, je considère ça comme des récompenses de retraite, pratiquement. Enfin, on donne des satisfaits en donnant ce genre de poste. Mais par contre, j'ai jamais compris la situation du maire. Et ceci étant dit, même, c'est pareil, hein, quand on parle, à l'époque, depuis Giscard, je regardais ça, l'histoire des salaires des gens, un président de la République, ou des choses comme ça à l'époque. Sarkozy a fait un bond en avant quand il est arrivé, mais c'est vrai que le salaire d'un président m'a toujours surpris. Je regardais le salaire d'un chef d'entreprise, dans les CAC 40 par exemple. Je dis, mais c'est marrant, souvent, ce sont des gens qu'un élu, un président de la République place, et gagne une fortune. Et quand on regarde ce même président de la République, surtout à l'époque, le salaire de Giscard à l'époque, c'était peanuts, enfin, c'était pas grand-chose. Et je me dis, mais c'est marrant, là, comme c'est une responsabilité non négligeable, je trouvais qu'en France, c'était très peu rémunéré. Et le gouvernement, je trouvais qu'il était assez mal rémunéré. Bon, on a parlé. Alors, pour les députés, alors, je suis partie dans toutes les études qui ont été réalisées. Les députés, il y a quelques années, faisaient partie des 1% des Français les mieux payés. Oui, Actuellement, parmi les 3%, donc, des Français les mieux payés, les députés. Mais oui, bien. Mais donc, ce que on ne parle pas des maires. Oui, mais justement, mais ce qui est extraordinaire, c'est pas simplement le fait d'être payé, c'est quel risque qu'on a. Parce que finalement, s'enrichir dans un acte... Moi, mon problème, c'est, quand on s'enrichit, il y a un phénomène de risque. Moi, je suis un chef d'entreprise. Quand il s'enrichit, mais ça veut dire qu'il prend des risques. S'il se plante, il se plante. Mais il se plante. Il perd, il perd. Bon. Il prend le risque. Bon. Mais et un maire, un maire, je trouve que c'est disproportionné. Tout le risque qu'il a, même juridiquement, un maire peut être attaqué parce qu'un panneau de basket tombe sur un enfant. Oui. Mais et quand je vois ce qu'on lui donne pour mes services, c'est un non-sens total. La responsabilité est énorme. D'ailleurs, vous voyez maintenant de plus en plus de maires démissionnent en France. Parce que quand il y a des petites communes, les gars s'en vont. C'est fini. Les gars se disent, mais c'est pas la peine. En plus, ils se font tout le temps, ils se font engueuler, ils se font traiter de tous les noms. Parfois taper, etc. Les gars abandonnent. Et ça, c'est quelque chose, c'est un déséquilibre, j'allais dire, qui est énorme et incompréhensible. Non, il n'est pas incompréhensible. Qui décide? C'est l'Assemblée, le Sénat. C'est tout. Bon, donc les privilèges, on les a donnés. Ceux qui votent en vous se sont donnés tous les privilèges possibles et imaginables. Et la législation est faite comme ça. Lorsque les gars ratent les élections, ils ont une session de rattrapage à être payés grassement sur le dos du peuple. Non, mais ils ont tout prévu. Ceci dit... Alors, juste avant, nous marquons une courte pause et je reviens avec Raymond pour la suite de cette émission. Que les choses soient dites, être élu, servir ou s'enrichir. À tout de suite. Voilà, donc nous revenons avec nos invités sur cette thématique ô combien importante, mais aussi une thématique qui peut faire peur, une thématique qui peut repousser peut-être plus d'un, en tout cas, être élu, servir ou s'enrichir. Raymond, vous vouliez rajouter quelque chose tout à l'heure? Non, juste sur le propos et l'analyse qu'Harry vient de faire, qui est fort juste. Mais en fait, on a une difficulté en France, c'est qu'on n'aime pas parler d'argent. Et en fait, c'est pas tant l'indemnité du maire qu'il faut regarder, c'est les avantages en nature. Aussi bien aussi pour le conseiller départemental que pour les autres. Parce que c'est là se joue l'intérêt. Par exemple, un député, il a le droit de la cantine, payé par nos frais. Il a le droit du transport, payé par nos soins. Et donc, c'est tous ces avantages-là que s'il fallait qu'on fasse une évaluation, en plus des indemnités, on se rendrait compte que c'est quand même des sommes assez importantes. Je veux juste rajouter une chose. Il y a un corps de métier dont on ne parle jamais, c'est les hauts fonctionnaires. Et j'écoutais une émission ce midi politique qui disait qu'on a réhabillé l'institution, mais les gens sont toujours... Donc, vous avez à peu près 120 hauts fonctionnaires qui sont payés à ne rien faire.
toute l'année. Ah oui, mais Oui, ça, c'est dans- Décroît Ça, pas, c'est non? connu. Les hauts Oui, fonctionnaires. et j'étais assez surpris parce qu'apparemment, on avait réformé le truc et le gars t'a dit non, on l'a réhabillé. C'est-à-dire que les gars sont toujours là à se tourner les pouces et à toucher des sommes Des sommes mirobolantes. faramineuses. Oui. Sauf que ces sommes-là, ce sont nos impôts. L'indemnité, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que lorsqu'on parle de servir, c'est vraiment, et j'ai aimé la nuance qu'a apportée M. le maire, c'est pas un salaire, c'est pas une rétribution, c'est une indemnité au regard de la charge de travail. Et je rajouterai là maintenant ma marque de fabrique lorsque le travail est réalisé. Alors, il faut savoir, c'est vrai, quand on parle de travail, même pour le temps consacré. En principe, pour une commune de moins de 10 000 habitants, le législateur a prévu 135 heures par trimestre. Trimestre, oui. 135 divisé par 3, qui vous donne 40-45. À peu près. Quand vous divisez par le nombre de semaines, 4 et, semaines, et ouais. quelques, ça vous donne à peine une dizaine d'heures. Donc, ce qui veut dire, celui ou celle qui continue son niveau professionnel pourrait, du moins a la possibilité, de s'absenter 7 dizaines d'heures par semaine. Alors, c'est vrai qu'on entend aussi quelquefois la population dire on ne voit pas le maire, mais c'est 10 heures en principe par semaine. Voilà. Moi, je prends mon cas, je suis là tous les matins à Trois-Rivières. Et si je commence à 7 heures du matin, 7 heures du matin, si c'est 7 heures, 13 heures, quand vous multipliez par 5, ça vous fait au-delà des 10 heures par semaine. C'est ça la réalité. Parce qu'on a toujours fait comprendre à cette population, malheureusement, que le maire, peut-être avant pour certains, quand il n'exerçait pas une profession libérale, hein. Donc c'est vrai qu'il pouvait être là en permanence, avoir le temps de passer dans tous les quartiers. Aujourd'hui, si vous êtes maire, vous n'êtes pas présent pour pousser vos dossiers, ben, oui, je ne dis pas que rien ne sortira, mais pas beaucoup de choses. Il faut être là pour piloter, il faut être là pour suivre, et que ce temps-là vous consomme du temps, de l'énergie, et qui fait qu'au lieu peut-être de vous retrouver sur le terrain, mais vous êtes en train de bousculer, de pousser cette structure administrative pour faire sortir les dossiers. Quand vous pensez que, même par rapport à une collectivité qui voudrait vous accompagner, ben vous devez vous réveiller très tôt pour pouvoir taper du poing sur la table, vous assurer que les correspondances écrites soient réalisées, parce qu'il ne suffit pas d'être au téléphone, parce qu'on va vous dire, on va vous balloter, plusieurs le font, vous ballotent d'un service à un autre, d'une porte à une autre, ben, vous devez être structuré, c'est-à-dire prendre le temps de votre courrier et ça, vous assurer pour que les opérations puissent sortir. Pour ce qui me concerne à Trois-Rivières, les opérations qui sortent avec l'équipe administrative, je suis là, allez. Alors j'entends. À monsieur le maire, parce que nous avons la chance d'avoir un maire autour de la table. J'ai bien entendu ce qu'il disait, mais je voudrais lui poser simplement... Il y a quand même une question qui me turlupine, c'est... Le maire n'est pas seul, quand même. Non, le maire... Il y a une délégation, il y a des adjoints, non? Oui, une équipe, adjoint, mais vous savez que la question du bénévolat, qui se pose dans toutes les collectivités, de base, de fait, conseiller, c'est quand le conseil municipal l'a prévu, s'agissant de la répartition des indemnités, ben, le conseiller, dans plusieurs collectivités, les conseillers ne perçoivent pas de défraiement ou... D'accord, voilà. mais l'adjoint? Oui, l'adjoint. Et l'adjoint est là. Ben, vous savez que Comment? Il n'est pas mieux payé que le maire, l'adjoint. Non, mais ce que je veux savoir, on a l'impression quand même, et c'est ça, et souvent j'entends ça autour de moi, qu'il y a un problème, les adjoints, quid de ce que font les adjoints par rapport au maire. Parce que là, ce que vous venez de décrire comme activité en tant que maire, on se demande, oui, d'accord, mais où sont vos adjoints? C'est la question que je posais. Comment? Je dis, c'est plus le boulot du diable de cab.
au directeur de cabinet. Non, mais il faut déléguer. Non, je parle de déléguer. Non, mais moi, parle pas d'administratif, je veux de revenir sur un déléguer, point que Monsieur le C'est maire... important, il me semble. Hein. Alors j'entends bien, juste un point. permettez, j'entends Oui. bien. Alors vous dites que le maire n'a pas, les indemnités ne sont pas suffisantes. Vous dites qu'il faudrait peut-être donner un peu plus, mais si on prenait les choses autrement, et si on se disait que pour que le maire soit au plus près du quotidien de sa population, est-ce qu'il ne faut pas qu'il puisse toucher du doigt ou éprouver les mêmes difficultés que sa population? On peut dire ça. En fait, avant de répondre J'avoue que c'est un super scoop. C'est très intéressant. Non, mais ça rejoint l'approche Non, des pays. c'est une question. Ben, c'est-à-dire qu'il sera particulièrement tourné sur sa problématique à lui. Ça approche la logique et la philosophie des pays nordiques. Où effectivement, ils sont dans la simplicité, mais pas dans la pauvreté. Hein. Non, j'ai pas dit pauvreté. Bon, je attention. dis la philosophie où effectivement que le politique doit être un citoyen lambda. Oui. Ça, c'est leur philosophie. Mais moi, ce sur quoi je veux revenir, et que Monsieur le maire a raison, mais il fallait le préciser, c'est qu'en fait, ce qu'on n'a pas vu, c'est qui voulait briguer le poste de maire il n'y a pas si longtemps chez nous. On a eu effectivement des médecins, après on a eu des enseignants, et ce n'est que tardivement. Il y a eu beaucoup d'avocats. Ben, tu vois, j'avais déjà... Ah ben oui, ils ont joué un rôle important quand même. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi il ne voulait pas le dire? Mais si. Non, mais c'est vrai. Et en fait, c'est important parce que ces personnes-là, justement, ont impacté le rôle du maire. Et la notion de bénévolat est au centre parce que, en fait, quelque part... j'ai l'exemple de quelques chefs d'unité avec lesquels j'ai travaillé en début de carrière qui pouvaient se permettre de, limite, refuser les indemnités liées à leur fonction parce qu'en final de compte, ils estimaient gagner suffisamment bien leur vie et ils décidaient d'investir. Et j'ai bien aimé ce rapport-là parce qu'il faut rappeler aux gens que le maire, c'est une permanence qu'il est censé. Le législateur a prévu qu'il fasse une permanence. Maintenant, aujourd'hui... Et cette notion de bénévolat me pose problème parce que je ne sais jamais qu'est-ce que les gens mettent dedans. Parce que lorsque une équipe accompagne le maire, je suis désolé, c'est-à-dire qu'en fait, on a quand même une vision pour le territoire, on a quand même, à minima, des compétences qu'on peut mettre au service du plus grand nombre. Et pour moi, et alors peut-être que je me trompe, hein, mais la question de la rétribution, même si je sais aujourd'hui, parce que là ce soir je vais jouer les naïfs, qu'en finale de compte qu'il n'y a pas de bagarre à l'intérieur de l'équipe lorsqu'on gagne pour savoir si c'est moi premier adjoint, deuxième adjoint, troisième adjoint, à quel niveau on arrête l'argent. Je suis candide, je dirais que ça n'existe pas en Guadeloupe. Les gens qui viennent au conseil municipal sont des gens investis pour la cité. Pourquoi tout le monde est silencieux? Oui, parce que on est dans un monde idéal. C'est intéressant, Le propos est intéressant. Hein? On n'est pas là pour rêver. Ben oui. Il faut chercher à le monde idéal. C'est la question qu'elle a posée. Mais bon, il faut. Non, moi, je dis, il faut, à mon avis, je pense qu'il faut appeler un chat. Et la réalité, alors. Il y a une chose qui est intéressante. On a bien dit, hein, l'élu. Alors moi, j'apporte une deuxième précision entre l'élu qui vient d'arriver et l'élu qui est là. Alors, ce que je veux dire, il y a aussi une chose. Celui qui arrive avec de bonnes intentions, et quand on le retrouve après un ou deux mandats, après 6 ans, bon, on n'est plus. Alors, parce qu'il y a tout le travers de tout ça, qu'on fait semblant d'ignorer, qui sont des réalités. Je n'oublierai jamais un élu que j'ai vu arriver, et je l'avais entendu à la radio dire « Je suis joueur, je joue ». Mais il avait dit « Moi, je joue quand tu table, je suis joueur, je joue ». Mais je ferai toujours la différence. Moi, je joue. Je joue en tant que moi, pour mes fonds, mes machins, etc. Il joue où? Il est joueur. Les joueurs au casino. Bon, oui. Moi, je n'oublierai jamais ça, ça fait longtemps. J'ai entendu ça. Je me dis, oh, c'est pas mal ça. Un mec, il arrive et il annonce les couleurs. Il est joueur, il joue. Bon. L'histoire nous parlera de la suite.
On joue. Bon, on a annoncé Il qu'on joue est joueur, encore, et donc ensuite... il est encore Non, en- mais, il n'est plus. Enfin, Non, il n'est bon, plus. Il n'est plus. Mais Bon, non. il n'est plus. Mais en fait, il n'est plus. Bon, on pourrait Ah oui, il n'est regarder un peu la suite et l'évolution Il n'est des plus choses. élu. Et comment ça a marché, comment ça a servi, etc. Bon, moi, Il est plus j'ai du presque envie de dire... Il n'est plus Moi, tout court. j'ai envie de dire... Moi, je préfère arrêter de croire au Père Noël. Je dis, il faut payer les gens. Je considère qu'aujourd'hui, on n'a plus l'esprit, les révolutionnaires de l'époque là, qui étaient prêts à tout pour sauver la nation, le peuple, leur machin, leur peuple et tout ça. Moi, j'ai arrêté. Je dis, aujourd'hui, on considère qu'il y a un travail à faire pour gérer une cité. Alors, c'est vrai qu'avant, on considérait que c'était le fonctionnaire, et après le politicien venait un peu. Non, maintenant, les gens doivent travailler, on les paye correctement pour faire ce boulot-là, mais par contre, on doit être très carré là-dessus, et on ne tolère pas les dérives qui font que ça fausse tout, et ça crée un monde de corruption, un monde de négociations sous table, etc., qui bloque totalement le développement d'un pays. Moi, je dis, c'est ça, je considère que c'est le premier frein qu'il y a. Et la Guadeloupe ne s'en sort pas. La France est organisée comme ça. Moi, j'étais bureau d'études, je savais que quand on allait dans des concours, quand il y avait tel bureau d'études, et si c'était une mairie qui était communiste, il ne fallait pas y aller parce que ce bureau d'études-là travaillait pour les communistes. Si c'est tel truc, ça, c'est pour les socialistes. Ça a fonctionné comme ça pendant longtemps. Et finalement, on a tout le temps faussé les règles du jeu comme ça. J'oublierai jamais sur un concours ici où quelqu'un m'appelle, Fortuné Bibouac pour ne pas le nommer, il m'appelle, il me dit alors Harry, comment ça a marché le concours? Je dis ben je crois qu'on a perdu. Il me dit ah bon, tiens, je vais me renseigner. Il me rappelle, il me dit ah ouais, mais il paraît que vous avez déconné. Ton projet, votre projet n'était pas bon du tout. Alors je lui dis ben il n'y a pas de problème. La personne qui t'a dit ça, tu lui dis que le 10 matin, il va trouver le projet sous le kiosque à Pointe-à-Pitre, sous la place de la Victoire, et on va appeler la population pour venir débattre du projet pour montrer qu'il n'est pas bon. Bon, il m'a rappelé, il m'a dit, bon, écoute, laissez tomber, non, faut choisir l'autre, pour telle raison, machin. Et j'avais répondu, j'ai dit, tu vois ce qui m'emmerde, ce concours-là m'a coûté de l'argent. Il a fallu payer des ingénieurs qui se déplacent. C'était un gros concours, il fallait aller sur place en France, etc. Ça m'a coûté du fric. Je dis, mais je préférais savoir qu'il est faussé. Comme ça, je n'investis pas inutilement, je ne perds pas mon argent. Aujourd'hui, finalement, on apprend qu'il était faussé. On sait déjà qui devait gagner, etc. Je dis, mais autant le dire. Et puis le débat est clair. C'est pas à peine d'aller perdre son temps. Mais c'est malheureusement, moi, mon métier a été ça tout le temps, les compétitions. Parce que dans ce métier-là, c'est les compétitions. Oui. Il faut gagner tout le temps. Et moi, je peux vous dire une chose qui est claire. Je pourrais faire tout l'historique. Il y a une chose que je sais, et c'est dramatique. Ça a toujours été des histoires tordues. Le plus souvent. Toujours tordues. Il y a toujours une négociation à faire, toujours un truc, et il faut passer des coups de fil, il faut ceci, il faut demander, faire du lobbying, demander des trucs. J'ai toujours refusé, mais j'ai perdu énormément de concours à cause de ce genre de choses. Pour tout le temps, même dans mon équipe, mes collaborateurs me disaient toujours, il faut appeler. Je dis, ok, je vais appeler. Je considère que les gens doivent choisir le projet qui est le mieux pour la Guadeloupe. Si le mien n'est pas bon, il n'est pas bon. Non, mais ce n'était pas ce qui se passait. On choisit celui qui, pour d'autres raisons. Alors, aujourd'hui, donc finalement, je reviens sur le débat même de l'élu. La responsabilité de la cité, à partir du moment, et ça je suis catégorique là-dessus, du moment qu'il y a une ouverture sur la corruption, il n'y aura jamais une gestion saine d'une cité. Et tout le problème de la Guadeloupe a été ça. Et on peut considérer. Pour moi, la Guadeloupe est un pays corrompu, qui a été corrompu, qui a fonctionné sous la corruption. Et je peux vous dire, j'ai vu des choses se faire, bloquer ce pays-là pour des raisons de corruption. Et c'est ça qui est dramatique. Vous bloquez des décisions de développement, mais parce que vous jouez à des histoires de tu me donnes, on me donne, etc. On ne parle pas de compétences et de résultats. Et c'est pour ça que je trouve que c'est dramatique. On a plombé pendant 40 ans. J'ai assisté à un pays qui se plombe tout seul, mais le peuple n'est pas non plus hors circuit. Parce que le peuple même aime ce jeu-là. Voilà, le peuple guadeloupéen aime ce jeu-là et accompagne. Parce que les élus accompagnent leur peuple. C'est un cercle vicieux tourbillonnaire là, où tout le monde est dedans. Tout le monde aime ce truc-là. Parce que tout le monde cherche la faveur. On est dans une situation de faveur à faveur, etc. Donc c'est la population qui pousse les élus à être dans... Est-ce que c'est ça? Je ne dis pas ça aussi simplement, mais cautionne. Il faut qu'on comprenne. Non, Je ne dis pas ça, mais cautionne. Je voudrais répondre sur ça. Et puis Non, je ensuite, voudrais Jean-Louis continuer ton Francis. propos. Oui, Vas-y. vas-y. Oui, parce Non, que, mais- en fait, je pense, Harry m'a devancé. En fait, quand on dit, parce que c'est ce que j'allais dire, quand on dit élu, enrichir, on ne pense pas du tout, en fait,
l'homme de la rue ne pense pas au mandat. Aux indemnités. Non. Il pense Mais non, à, justement, le lien entre l'argent et la politique. Ça, c'est une réalité. Et les campagnes, par principe, coûtent cher, déjà. Donc, l'homme qui est élu et qui se représente, il sait que ça va lui coûter de l'argent. D'accord? Cet argent, malheureusement, on vient de le dire, il n'y a eu pas beaucoup de gens qui avaient des fortunes et qui sont arrivés au pouvoir. Donc, il faut bien qu'ils le trouvent quelque part. Et il faut bien qu'en France, le système, quand on voit quelqu'un comme Juppé, tout ça, qui a été candidat d'ailleurs à la présidentielle, Juppé est condamné. Pourquoi? Parce qu'il était dans le principe des pots de vin. Mais il le faisait pour son parti. Mais oui, c'est ça. Souvent, Attention. C'est-à-dire que les marchés rapportaient un certain nombre d'argent, mais pour les partis, que ce soit de droite ou de gauche. Ce qui se passe, c'est quand, parce que le parti a besoin d'argent pour les élections. Ce qui se passe ici chez nous, c'est que parfois, l'argent ne va pas dans le parti, ou l'argent va un petit peu dans le parti, et il va aussi dans la poche de l'élu. Et Harry a entièrement raison. Le vrai problème, c'est le problème de la corruption. Certes. Mais il faut aussi savoir, et là on est entièrement d'accord, c'est qu'on a tellement habitué les gens à fonctionner en attendant d'être payés pour aller voter, que moi j'ai eu l'occasion d'entendre des gens comme ça, je n'étais pas concerné par les élections, d'entendre des gens dire, là j'étais pas très loin, qui disent « Ah ouais, mais celui-là, il n'a même pas proposé 50 €. » C'est-à-dire qu'il considère que c'est un manque de respect pour lui, parce que c'était dans une ville précise dont je ne nommerai pas. Il a dit, ouais, mais il est passé, il m'a parlé de son programme et tout, il ne m'a même pas proposé 50 €. C'est-à-dire que pour les gens, ils s'attendent à ça. Et les gens acceptent, il faut le savoir, les gens acceptent de voter. Comme je leur dis, quand vous votez, vous avez pris, disons, même 10 ou 20 € sur 6 ans, ça ne fait pas beaucoup, hein, l'année. Et c'est une réalité, il faut en parler. Parce que on ne va pas... Là, je suis entièrement d'accord. C'est ça la réalité. C'est le fait que, malheureusement, les élus, la politique coûte cher et que les gens attendent des élus qu'ils payent. Et je vais donner un exemple. Je vais vous donner un exemple personnel. Quand je faisais de la politique il y a quelques années à Saint-Claude. J'avais beaucoup entendu parler de ça, de cette histoire, les gens vous demandent, mais jusque-là, personne ne m'a demandé. Parce qu'ils ont pensé que ça ne passerait pas. Mais je peux vous, par exemple, donner un exemple précis. Lors de l'élection en 2001, je travaillais avec une association. C'était clair, depuis 2 ans, cette association devait m'apporter, normalement, à peu près 200 voix. Et le soir de l'élection, je cherche les 200 voix. D'accord? Et ça a d'ailleurs eu des incidences. C'était l'arrivée de la parité en 2001? Oh, je ne sais plus. Oui, je sais plus. Oui. Mais je sais, et c'est ça qui est important de comprendre. Or, le président de cette association, le jeudi, avant le dimanche, me dit, m'embrasse, tout est fait, tout est prêt. Il dit à la victoire le dimanche. Or, les 200 voix qu'il devait apporter, il ne les a pas. Et je vois que c'est l'autre qui a récupéré. Pourquoi? Eh bien, j'ai travaillé pendant 2 ans avec cette association, on les a aidés pour beaucoup de choses, mais à la dernière minute, il y a de l'argent qui a été versé et je n'ai pas eu ces 200 voix. Donc, il faut arrêter. Pourquoi moi j'étais contre ça? Parce que à l'époque, je disais, mais non, c'est un mépris, on peut pas, il faut respecter les gens. Moi, j'avais vraiment, et je continue à le penser. Après, vous vous êtes dit que c'était de la naïveté? Je me suis dit que c'est une méconnaissance de mon peuple. Elle est candide comme moi. C'est une méconnaissance et il faut qu'on ait le courage de le dire. Il faut accepter l'idée, bon, qu'on perd, si on ne veut pas payer, mais il faut savoir que les gens, beaucoup de gens attendent ça de celui qui est candidat. Maintenant, on vous dira que c'est faux, c'est ceci. C'est une réalité.
que dans le milieu, on connaît. Voilà. Alors, les gens peuvent dire c'est faux, mais moi je peux te donner preuve à l'appui. Chaque élection, tu as des couleurs d'affiches, des décolleurs d'affiches. Et en fait, pour décoller, ça coûte plus cher que pour coller. Et je peux te dire que les gamins des quartiers, chaque élection, c'est pas la peine de leur proposer quoi que ce soit. Ils sont à temps plein le soir sur ce travail. Ce que tu dis là est tellement vrai, sauf que tout le monde est dans une espèce d'omerta. Et je dis, en fait, ça m'agace qu'on fait semblant de ne pas comprendre ce qui se passe dans le pays. On est en train de maintenir les gens dans un statu quo de corruption, et tu as raison, puisque celui qui vient avec de bonnes idées pour gérer la cité, s'il ne graisse pas la pâtie, s'il n'y a pas un emploi de 6 mois à 1 an, 2 ans, il ne passe pas. Et d'ailleurs, moi, le recul que j'ai d'analyser les élections, c'est que tu vois très bien à quel moment un candidat, un maire va perdre. Et généralement, c'est au bout de 2 mandats et demi. Tu sais pourquoi? Parce que mes enfants ont déjà grandi en Pabouséon. Donc, j'irai vers Harry parce que Harry va me proposer quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Donc, je t'ai utilisé pendant 12 ans, 15 ans. Maintenant, je passe à quelqu'un d'autre. Et c'est une métronomie chez nous où les gens ils peuvent aller chercher tous les experts de Paris et autres. Ces derniers ne pourront jamais comprendre comment nous fonctionnons. Parce que simplement, nous sommes sur des enjeux stratégiques. Et si Harry arrive et me dit, ouais, j'ai 5-6 entrepreneurs dans mon équipe, ça me parle. Puisque n'oublions pas, on a un niveau de chômage qui est constant. Donc un niveau de corruption qui est constant aussi. Jean-Louis Francisque. Oui, donc c'est vrai que les sujets qui sont abordés me parlent. Bon, quand on arrive en politique, on arrive avec sa naïveté, on arrive aussi avec ses valeurs. Alors on n'a pas plus de valeurs que d'autres. Tout le monde a des valeurs en Guadeloupe, nous le savons bien. Après, c'est savoir les utiliser à bon escient. On vient en politique, le mot servir donc me convient, je suis un homme d'engagement. Nous sommes venus avec une équipe en 2020, une équipe qui s'est retrouvée face à une armada d'adversaires qu'on connaissait. Et donc la population a bien entendu ce message et donc nous a suivis jusqu'à la victoire. Mais il est vrai que ceux et celles, et nous les connaissons, nos adversaires, qui ont eu des pratiques, que leurs familles aussi ont eu des pratiques, ils ont été élevés dans ces pratiques, ils resteront dans ces pratiques parce qu'ils ont besoin de ce système. Donc, c'est vrai que quand on parle d'argent, les uns et les autres utilisent ce moyen face à la population. Mais je déclare haut et fort, non, ce n'est pas un bon moyen pour notre population qui doit retrouver un peu plus de sérénité. Cette jeunesse en politique doit être celle qui doit dire que nous devons faire une croix sur le passé parce que nous savons que nos familles ont été achetées à un moment donné. Nous savons que des familles ont été achetées et que aujourd'hui, gérer une collectivité n'est pas le fait de pouvoir se sentir au pouvoir. Il faut vraiment réaliser des prouesses. Et donc là, c'est la raison pour laquelle, oui, pour notre Guadeloupe, quand on parle de corruption, oui, mais là, c'est difficile à entendre, mais c'est vrai. Mais est-ce que là, nous ne sommes pas dans de l'angélisme, je ne sais pas. Mais non, là, selon ce qu'il dit, oui, nous devons dire aux gens, il y a une population en souffrance. Les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Oui. Les personnes sont en difficulté. Oui. De plus, il n'y a pas de réponse aux vrais problèmes de cette société. Il y a des problèmes récurrents. Donc, quand on dit aux gens, oui, mais il faut justement, quand on vous dit, ouais, il ne faut pas prendre parce que... Madame Chevry vous a donné le calcul. C'est pas bien, oui, mais quand on dit, diviser 100 € par 6 fois 365 jours, divisez même 1000 € par 6 fois 365 jours, et vous verrez, parce que ceux-là même, ils cherchent à s'enrichir sur 1000 € divisé par 365 fois 6, donc ce qui veut dire, ils vous trompent totalement pour que lui, à son tour, puisse s'enrichir. Donc il faut se dire qu'à ce moment-là,
les 1 000 euros qu'ils vous donnent, ce n'est pas un enrichissement, mais c'est un appauvrissement et c'est travailler sur le dos de la population. Oui, mais c'est ça la vérité. Il faut que vous, médias, le dites. C'est ça la vérité. C'est quand même surfer sur la pauvreté, en tout cas sur une population qui est en demande, mais qui demande quoi? C'est d'avoir un mieux-être. Qui demande quoi? C'est qu'on puisse trouver, que les élus puissent trouver des réponses. C'est là où c'est de l'enjeu. S'il y avait des réponses portées aux vrais problèmes, au problème du chômage, etc., est-ce qu'il y aurait autant de personnes qui viendraient et qui seraient en demande? Il y a une chose qu'il faut que tu entendes. Moi, je m'amuse toujours à me balader pour écouter les gens faire leur profession de foi. Je vais dire ça comme ça. Lorsque j'entends le nombre d'inepties que tu entends dans les conférences où on tire sur l'adversaire, où on tire sur la famille de l'adversaire, à quel moment il y a un projet de... Il y a des candidats qui ont du projet quand même. Oui, mais est-ce qu'on vote pour eux? Tant mieux pour... ça serait triste pour la Guadeloupe. Est-ce qu'on vote pour eux? Comment? C'est la question que Harry posait tout à l'heure. Mais justement... Et lorsque tu me dis effectivement que oui, les gens sont en souffrance, pendant les élections, les gens ne sont pas en souffrance. Hein. Tu as remarqué à peu près le pourcentage de personnes qui votent? C'est ça aussi la question. C'est-à-dire qu'on est dans un jeu où les dés sont pipés. D'accord? Ce que Evita vient de dire est vrai. Celui qui est capable de drainer du monde assure sa pérennité sur les 6 ans. C'est tout. Je vais te dire, toi, moi, Harry, on va essayer de se dire, oui, bon, ben voilà, on va essayer de construire quelque chose. Mais les gens ne sont pas à ce niveau-là. Nous sommes dans un pays tellement paupérisé, et n'oublie pas, nous ne faisons rien pour sortir les gens. Et souvent, je dis ça, est-ce qu'on relaie les bonnes informations? Non. Lorsqu'il y a quelque chose, on reçoit le politique, on ne lui pose aucune question dérangeante, et il est là, il fait bébelle, et après, il s'en va. Est-ce que, quelque part, on ne fait pas partie du système? Puisqu'on ne lui pose pas des questions réelles. Et regarde bien, il y a un protocole dans tous les médias, en France ou ici, où effectivement, on évite ce qui fâche. Comment tu veux qu'effectivement, que l'individu lambda ne soit pas aigri derrière sa télé? Puisqu'on sait effectivement que, je prends l'exemple des sénatoriales. Voilà. Oui. Voilà un bel exemple. C'est les grands électeurs. Oui, les grands électeurs. Mais alors, qui sont ces grands électeurs? C'est pas le peuple qui vote. Donc... Non, c'est pas la question que je t'ai posée. J'avais entendu dire que c'est à ce moment-là qu'on vend le plus de sacs de luxe. Non, le sac de quoi? Le sac de luxe? Oui. Moi, je voudrais juste dire quelque chose. Des gags de trucs. Non, mais c'est dingue. Ah non, mais j'ai entendu ça il y a très longtemps. Le moment des élections sénatoriales, c'est à ce moment-là que le commerce des sacs de luxe est dans je voudrais juste dire quelque chose. Tu as bien fait de dire ce sont les grands électeurs. Oui, ça veut dire, effectivement, c'est des personnes qui sont déjà passées à différents niveaux d'élection. Et comme disait M. le maire, qui sont censés avoir la Guadeloupe au fond de leur trip. Lorsque tu vois le résultat du panier, tu te dis, si c'est ça le résultat, eh bien, merci. On a la télé aujourd'hui, on a Internet, on entend effectivement qui produit, qui ne produit pas pour la Guadeloupe. Et pourtant, ce n'est pas les gens qui travaillent le plus qui passent dans les élections. Oui, on est d'accord. Il faut qu'on s'interroge là-dessus. Oui, mais... Donc, si le grand électeur, on peut dire ça, se laisse amadouer par la logique, parce que ça aussi, il faut qu'on en discute, la logique de parti. Je suis désolé, si tu regardes les personnes qui composent les partis en Guadeloupe, là, la question de l'enrichissement, il faudrait qu'on le pose. Parce que lorsqu'on regarde l'état de développement de la Guadeloupe et lorsqu'on regarde l'histoire administrative de la Guadeloupe, ce qu'il y a de bien avec le droit français, c'est que tu retrouves qui a signé. Alors, mais à quel moment on a de l'investigation pour dire effectivement tel groupe a fait telle chose? Non, on est toujours dans une espèce de conformisme parce que effectivement aujourd'hui une partie de nos médias reçoivent des chèques, et ce qui est normal puisque ça fait partie des contributions en tant qu'entreprise. Mais la vraie question, on parle franchement, on ne va pas se cacher. Et même les personnes, et tu as parlé tout à l'heure des communistes, mais j'ai vu des communistes estampillés autonomistes devenir capitalistes. Oui, non mais... est-ce que je voudrais dire quelque chose qui me paraît important? Parce qu'on ne peut pas faire l'impasse, on ne peut pas faire l'impasse dans ce débat sur cet aspect.
Mon père, je prends l'exemple de mon père, la génération de mon père était dans l'équipe de Rémy Niassouta. D'accord? Et c'est la première fois qu'un afro-descendant arrivait à Saint-Claude au pouvoir. Donc, l'élection n'avait pas encore eu lieu. Mon père m'a toujours raconté qu'à Batouba, il y avait donc les gens qui étaient toujours élus, les Blancs pays, les mulâtres, etc., qui faisaient, pas chez eux évidemment, mais sur la pelouse, servaient tafia, rhum, poulet grillé, enfin, bon. Mon père m'a toujours dit qu'il y avait des centaines de gens qui venaient manger ce jour-là. Et quand ils avaient bien mangé, ils montaient à pied, puisque il y a une petite côte, et ils chantaient, alors que la bouche était encore pleine des épices, du poulet grillé de ces gens-là. Oui. Ils chantaient « Nous caille voter Barrémy ». Donc, est-ce que ça ne veut pas dire que peut-être aussi qu'on a perdu, qu'on ne croit plus en la politique comme possibilité justement d'avancer? Parce que cette génération-là, je suis désolée, elle n'était pas plus riche que maintenant. Et pourtant, ils savaient manger, boire, s'amuser avec ceux qui voulaient comment dirais-je, les gaver. Et après, ils montaient en chantant « Nous caille voter Barrémy ». Donc, il y a une vraie question à se poser sur le rapport que nous avons maintenant avec le pouvoir politique. Non, mais si on regarde la période de Rémy Niassouta, il faut dire à dessein, ces personnes-là ont construit la Guadeloupe d'aujourd'hui. Ah ben? Je veux dire, après le binôme Proto-Chevry, tout ce qui a été monté après, c'est des choses que Proto avait déjà mis dans les tiroirs. Donc la question est de savoir quelle vision qu'on n'a pas eue, ou est-ce que nous-mêmes, on s'est dit que l'essentiel était fait et qu'il n'avait plus rien à faire. Tu t'imagines qu'on revient aujourd'hui, et je donne 2 exemples qui pour moi sont révélateurs de l'absence de vision, c'est le pont de la Gaba et le pont de l'Alliance. Comment quelqu'un en charge de l'entretien des structures peut dire qu'il a oublié qu'il fallait prendre un service d'entretien? Explique-moi ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont obligés de faire le tour. Tu sais, avant, les gens venaient réparer leur bateau chez nous. Oui. Mais maintenant, les gens ne font plus ça, parce que les 2 ponts ne se lèvent pas. Comment tu peux me dire qu'en fait... Et c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que les gens ont un sang-froid de t'annoncer ça. Et, comme tu as dit, pas de réaction de la population. Peut-être parce qu'ils n'ont pas de bateau. Mais la personne dont c'est son métier... Oui, mais... Alors, oui. Et tu vois, aujourd'hui, les gens vont à Saint-Martin. Oui, mais tu vois, ça aussi, alors voilà l'autre aspect du problème. Parce qu'en définitive, si à Antigua, ça ne peut pas se faire. Les gens d'Antigua savent qu'ils vivent du nautisme. Oui. Ils vivent de le ça. Guadeloupéen ne C'est sait ça, même pas c'est de quoi ça. il vit. C'est ça. Le Guadeloupéen, il est convaincu qu'il vit que d'une seule chose, le transfert de fonds. Donc, il n'y a pas de projet, il s'accroche à rien, il vit de transfert de fonds. Comment tu peux organiser un pays sous l'idée qu'on vit de transfert de fonds? C'est ce qu'on dit, mais à ce niveau-là, la responsabilité est partout, mais elle commence par le comportement de l'État. L'État a tout le temps toujours laissé cette image. J'ai été, et je répéterai toujours ça, j'ai été profondément surpris à l'Élysée en 2002, avec Colette Coury et Viviane Collet qui étaient là en tant que Guadeloupéens. On était à l'Élysée, et quand Chirac a dit « Vous ne coûtez pas cher à la France, c'est une vaste blague ». Chirac était président de la République. Quand il a dit « C'est une vaste blague, vous ne coûtez pas cher à la France ». Mais ce jour-là, je dis « Mais on devrait répéter ça tous les matins en Guadeloupe ». Que c'est pas ça. Vous ne coûtez pas cher à la France, c'est pas ça le débat. Mais le Guadeloupéen, je vous dis une chose. On parle de politique. Alors, vous voulez développer un pays. On parle tout le temps de trucs communautaires. Moi, il y a une question que je me pose tout le temps. Je me dis, mais pour développer un pays, qu'on le veuille ou non, il faut une certaine cohésion. Il faut une pensée commune de développement. Or, on n'arrive jamais à ça. Pourquoi? Vous avez des communautés qui ne se font pas confiance et qui se craignent. On raconte que la Guadeloupe est très bien biodiversité. C'est vrai, mais chacun joue son truc. Oui, Il y a. Alors, finalement, le problème, vous avez un certain nombre de communautés qui, pour eux, la base de tout,
c'est qu'il faut que l'État français garantisse leur sécurité, parce qu'ils ne font pas confiance à une autre communauté. Oui. Donc, l'État français garantit leur sécurité. À partir de ce moment-là, vous êtes bloqué. Ça veut dire qu'il faut tout le temps garder ce système-là, parce que c'est ça qui garantit leur sécurité. Bon, et en même temps, et c'est ça qui est dramatique, parce que de l'autre côté, parce que chacun doit sécuriser l'autre. Mais de l'autre côté, il faut reconnaître que nos compatriotes, j'ai été président du BTP, j'ai été choqué de voir, on lance une grève, on commence par casser tout. Je vois, par exemple, la NPE, je vois un syndicat arrive, il lance une grève, on casse les ordinateurs. J'ai toujours dit, je n'en veux pas. C'est un comportement inadmissible. D'ailleurs, je rappellerai une chose. J'étais président du BTP. Vous savez pourquoi? J'étais dans aucun mouvement de rien. J'ai jamais aimé ça. Je suis dans rien. J'ai jamais été dans rien. Sauf qu'un chef de l'UGTG m'avait dit un jour, et parce qu'il y avait un conflit, et j'étais moi, concerné, et j'étais concerné par ce conflit-là, dans mon entreprise, et on discute, il me dit... On a réglé les hôtels, on a réglé les communes, maintenant on va régler le BTP. Quand il m'a dit ça, j'ai appelé à la fédération, j'ai inscrit mon entreprise à la fédération, je suis rentré à la fédération. J'ai dit, je n'ai pas envie d'avoir aimé 67 encore. Donc je suis rentré, parce qu'il y a des gens qui me disaient, il faut venir président du BTP. Je dis, je ne rentre pas dans ces trucs-là, je veux aucun organisme. Eh bien à ce moment-là, je suis rentré à la fédération, 3 mois après j'étais président. Celui que j'ai battu, Boutrin, qui était furieux, a dit plein de bêtises, eh bien c'est lui qui a fait que j'ai même fait un deuxième mandat, parce qu'il me disait, tu m'as sauvé, parce que franchement, si c'était moi qui étais président, j'étais mort. Et économiquement, j'aurais tout perdu. Mais en réalité, le problème, c'est que il fallait organiser à ce moment-là les structures et éviter ce genre de conflit. Mais jusqu'à présent, on n'a pas réglé le problème. La Guadeloupe est un pays, contrairement à ce qu'on me fait croire, qui est en opposition permanente. Comment vous allez organiser, développer le pays si on ne peut jamais avoir un point commun? Rien. Et ça, c'est ça qu'il faut réussir à résoudre. Oui. Alors, je pense que Jean-Louis Francis voulait ajouter quelques mots. Et juste après, nous partirons du côté du téléphone avec une réaction. En fait, j'écoutais M. Ancelade par rapport à sa présentation économique. C'est vrai que quand l'exemple a été pris par rapport au pont, c'est vrai qu'en Guadeloupe, il y a des investissements qui sont faits par-ci ou là et que la question du fonctionnement n'est pas toujours posée. Alors, je préfère dire pas toujours, parce que ça peut arriver quand même qu'il y a un certain nombre qui y pensent. Mais quand vous regardez des infrastructures ou des sites qui ont été peut-être pendant des années sur lesquels l'accent avait été mis, et aujourd'hui, ces sites ou équipements ne sont pas utilisables ou conformes, on se rend bien compte que cette question du fonctionnement pour pouvoir entretenir, pérenniser, préserver n'aurait pas été totalement réfléchi. Donc un projet, ce n'est pas, et comme on le dit souvent, ce n'est pas acheter une voiture qui compte. On peut payer sa voiture à travers un crédit, à travers une épargne, à travers une autre source de financement. Mais l'essentiel, c'est de se dire, est-ce que vous pourrez disposer des moyens au quotidien pour pouvoir l'entretenir? Et donc, cette question du fonctionnement est importante sur la web. Nous partons du côté du téléphone avec une question et puis nous reviendrons, à moins que ça soit très, très rapide. Très court sur le prolongement de ce que vient de dire M. le maire. Je prendrai des exemples qui, moi, m'interpellent sur des structures aujourd'hui qui ne sont pas utilisées et pour lesquelles on s'interroge. Un vélodrome. Son nom s'appelle Vélodrome. Comment vous expliquer que l'outil a été refait 2 fois pour deux manifestations, un tournoi de tennis au Vélodrome et je crois que dernièrement, c'était à cause du Covid, c'est devenu en fait une espèce d'annexe de la région. Mais en fait, chaque jour, chaque mois, chaque semaine, on entend que les clubs n'ont pas de structure pour pouvoir s'entraîner. D'autres dans la Caraïbe envient notre vélodrome et on ne l'utilise pas. Par contre, on a en capacité de bloquer la seule route qui permet de sortir du Nord Grande Terre pour aller à Basse-Terre pour que quelques personnes puissent faire du vélo. C'est un truc que je trouve ahurissant en Guadeloupe, la capacité que nous avons à ne pas prioriser des structures et à détourner, à faire autre chose. Le vélodrome, il est là quand même. Voilà, nous partons. La question est posée.
Raymond, nous partons du côté nous partons Ah, d'accord. Ouais. Mais oui, mais... servir oui. ou s'enrichir, c'est bien la thématique de cette émission. L'absence de gestion. Non, je veux bien, je veux Et bien. l'absence de Mais gestion, non, c'est c'est parce que l'objectif. tu as développé et en fait, vous avez continué sur... Non, c'est juste Voilà. le propos Nous de partons Monsieur le du maire qui côté était du- effectivement sur l'intervention intéressant. d'Harry. Oui. Je voulais juste dire... voilà. Avec une intervention. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir Madame Boisset, bonsoir le plateau. Bonsoir. Merci à Monsieur Raymond Otto d'avoir crevé l'abcès. Et au passage, je salue Monsieur le maire de Trois-Rivières. Je salue son courage. Mais j'ai une question. Est-ce que... parce que là, je m'adresse au président de la SMGAG. La question, c'est est-ce qu'il a l'intention d'instaurer la Commission nationale du débat public, à l'instar du CEDIF, c'est le syndicat de l'eau de l'Île-de-France. Le mois dernier, ils ont selon l'article 121-8, instruit cette entité qui a pour rôle, qui a pour mission, en fait, justement, parce qu'on en a besoin en Guadeloupe, hein. On nous a souffert. Et voilà, eux, en tout cas, ils ont pu permettre de faire la transparence sur... parce qu'ils ont un problème d'eau aussi en Ile-de-France qui s'appelle avec la chlorotanile. Et donc, comme ça, ils avaient projeté, eux, de faire 3 usines à base avec une membrane qui pouvait stopper cette molécule parce que c'est ultra fin. C'est 10 fois plus fin qu'un cheveu. Mais ça coûte 870 millions d'euros. Et comme c'est avec l'argent public, comme le disait si bien M. Raymond, donc il fallait faire sa transparence auprès de la population. Et ce qui a permis en fait de pouvoir à cette population-là de s'exprimer à la fin. Il y a eu 92 jours de débat. Mais c'est pas un débat où 22 heures là, puis des trois et puis tout le monde allait coucher. Hein. C'est 92 jours de débat. La Commission nationale du débat public. Ça, normalement, c'est dans la Constitution. Je suis allé fouiller un peu. C'est dans la Constitution. Donc, j'aurais bien aimé que... parce qu'on a besoin de savoir, on a besoin de comprendre. Et ce qui est intéressant avec ce type de démarche, c'est que, par exemple, parce qu'il y a une grosse défiance au niveau de nos politiques, hein, je pense que là, je l'entends sur toutes les ondes, hein, on est d'accord. Ce qui serait intéressant, c'est justement, on a des personnalités qui sont, à nos yeux, désolé, beaucoup plus critiques que certains de nos élus. Voilà, il y a des spécialistes comme M. Jean-Marc Flower, comme Jean-François Dorville, Henri Joseph, sur la question, parce qu'il s'agit en fait de faire la transparence, surtout même les économistes, M. Pierre-Yves Chicot, je ne sais pas, moi, on a de quoi pouvoir faire instruire certaines personnes et faire une véritable concertation, une enquête publique mais approfondie. Et c'est le rôle de la Commission nationale du débat public. Parce qu'on constate que sur tous les gros enjeux, on parle de développement, mais sur tous les gros enjeux, on constate que, on entend, oui, on a dépensé tant de millions par-ci, tant de millions par-là, mais c'est avec l'argent public. Et on est écarté. La population, à présent, elle se désengage de la politique, mais elle s'organise autrement. Merci, monsieur. Merci. Je vous demanderai d'être vraiment plus court pour que nous puissions récupérer un maximum d'appels, puisque nous avons beaucoup d'appels. Et puis, n'oubliez surtout pas le thème « Être élu, servir ou s'enrichir ». Voilà. Jean-Louis Francis, vous voulez dire 2 mots à partir de ce qui a été dit? Alors, par rapport à ce qui a été dit et ce que nous rappelons très souvent, c'est que nous sommes des élus. Alors que je dis « nous », c'est-à-dire qu'effectivement, le comité syndical qui m'accompagne, et y compris les partenaires que sont régions et départements, ce sont des élus, c'est vrai, accompagnés de leurs experts. Donc, quand il s'agit d'une question technique, donc vous savez bien que, il a énuméré un certain nombre de Guadeloupéens experts en ce qu'ils font, c'est une très bonne chose.
quand il y a ces débats publics où il y a un échange d'idées, et donc ces personnes ont toute leur place avec les experts. Nous qui sommes élus, nous sommes là effectivement pour avoir une vision, placer un objectif, et ensuite les techniciens, les experts, tous ceux et toutes celles qui ont une bonne volonté, traduisent cet objectif avec des moyens de réalisation. C'est la partie élue où nous allons pouvoir mettre la partie financière et les experts entre eux pour pouvoir retenir l'option la meilleure. Donc la question de l'eau, comme nous l'avons dit, c'est une question qui date qui n'a pas été réglée depuis 40 ans. Et c'est vrai que, on est... Plus de 40 ans. Donc, mais on essaie de passer à autre chose. C'est vrai que peut-être pour aller plus loin, il eût fallu qu'en 2021, que ceux-là même qui ont failli, que ceux-là même qui n'ont pas porté de réponse puissent répondre à cette population. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on voit encore aujourd'hui certains qui se cachent derrière peut-être des propos anonymes. C'est bien. La question de l'eau en Guadeloupe, on a besoin d'hommes et de femmes responsables. Et dans les options, quand elles sont proposées, c'est vrai que là aussi, en Guadeloupe, on ne sait pas travailler ensemble. C'est bien, il a énuméré un certain nombre d'experts, mais chacun voudra aller dans sa direction, chacun aura la vérité, chacun aura sa Bible. Non, il faut savoir se mettre ensemble, c'est-à-dire retenir les meilleures options et comme l'avocat l'a dit, dans l'intérêt général. Parce que le problème de nous en Guadeloupe, à partir du moment que nos intérêts individuels, personnels, sont touchés, on veut créer la révolution, on veut détourner le peuple, alors que l'intérêt général du peuple passe par une option, passe par une information à lui transmettre en totale transparence pour nous permettre d'avancer, mais pas... voilà. Donc l'option de monsieur, à savoir, comme la loi le permet, permettre à ce que ce forum citoyen permette aux uns et aux autres de s'exprimer, oui, nous sommes d'accord, favorables. Cet après-midi, nous avons reçu Moon Guadeloupe, donc c'est un mouvement avec quelques adhérents, avec des questions pertinentes et des réponses ont été portées. Nous nous sommes écoutés et c'est comme ça qu'il faut bâtir la Guadeloupe, avec une écoute, avec une direction. Et c'est comme ça qu'on peut servir. Je pense que c'est de cette manière qu'on continue de servir. Monsieur Otto. Oui, je vais quand même porter une nuance sur ce que vous venez de dire, monsieur le maire, permettez-moi. La question de l'eau et la question de la confiance, moi je dis toujours que lorsqu'il y a un flou, il y a un loup. D'accord ? Cette question particulière... Lorsqu'il y a un flou, il y a un loup. J'ai entendu lorsqu'il y a un fou, il y a un loup. Un flou, d'accord. Oui. La question de l'eau chez nous et de l'usage de l'eau, faut vraiment qu'on arrête de faire de cette question une question technique. Elle est très simple. Si on veut parler de l'eau, il faut qu'on parle des fermiers. Si on parle des fermiers, il faut qu'on parle effectivement des entrées, des sorties dans les communes et des reversements en fin d'année d'exercice. Mais il faut aussi qu'on mette l'ensemble des personnes qui ont bénéficié de ce système. D'accord ? C'est un sujet que je maîtrise particulièrement et justement, il n'y a pas lieu de ne pas en discuter. Moi, ce qui me pose problème aujourd'hui, et je vous le dirai très sincèrement, c'est tout le tatouin qu'on fait pour ne pas répondre à des questions simples. Vous avez raison, vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé avant. Oui. Le problème, c'est qu'on est en continuité de service et si vous avez accepté d'être président, vous avez accepté la responsabilité de ce qui s'est produit avant. Attendez, on le fait doucement. J'ai participé à la fête de l'eau. Ben oui. Et j'ai été, à l'époque, j'habitais à la Martinique. Ah, on va crever l'abcès. J'ai été invité à la fête de l'eau. Les gens m'ont récupéré à l'aéroport. J'étais voiture personnelle, limousine, tout ce que vous voulez. Donc, c'est quelque chose que je connais. Je connais un certain nombre d'individus que je revois aujourd'hui qui sont toujours dérangés lorsqu'ils me voient parce qu'ils savent effectivement que j'ai vu un certain nombre de choses. Maintenant, est-ce qu'on va toujours se cacher derrière son petit doigt pour pouvoir parler d'une chose qui est simple? On a un réseau d'eau qui... et moi, tu as dit tout à l'heure, les gens parlent toujours de chiffres. Ça me dérange qu'on ne parle pas de la réalité du problème, mais qu'on veut le chiffrer. Comment voulez-vous chiffrer quelque chose dont vous ne prenez pas le temps d'exposer les choses?
La dernière fois qu'il y a eu un discours libre sur l'eau, c'est à Gourbert. C'est l'ancien maire de Gourbert qui l'avait organisé et qui avait rappelé justement que le retraité de la DRIF DDE à l'époque, qui s'est occupé du réseau d'eau, le mec, il est à la retraite, il dit que personne n'est venu le voir pour lui parler des schémas d'eau. Parce que la vraie question qui se trouve derrière l'eau, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces tuyaux que l'État fait passer sur des terrains privés sans autorisation et qui aujourd'hui dorment sous des maisons. Comment on gère ça? Parce que de vouloir mettre 30 millions, 300 millions de quelque chose dont on ne veut pas parler, parce que c'est ça la difficulté. Et je crois qu'on gagnerait à faire un débat sur l'eau. Non, à être transparent. À faire un débat sur l'eau. Et c'est pas en toute transparence. C'est pas la responsabilité des maires, puisqu'on parlait des maires, est-ce que c'est se servir non, c'est se servir. Mais cette question-là... Servir ou s'enrichir. Non, cette question-là est épineuse parce qu'en fait, derrière les lots intérêts qu'il y a derrière cette question, qui gangrène, on peut dire tout ce qu'on veut, mais aujourd'hui, notre école est gangrénée par ça. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'école. Combien d'heures faudrait qu'on chiffre ça dans la question de l'eau. Combien d'heures d'université, de lycée, de collège, de primaire que nos enfants ont perdu? Et est-ce que ça vaut effectivement cette omerta? Je laisse ça à ta sagacité. Ouais, mais il faudra en faire un thème. Oui, c'est vraiment un thème. Puisque de toute façon, cette émission est faite pour ça, il faut que les choses soient dites. Donc nous pourrons faire un thème si le président... veut bien, et si vous êtes d'accord, il n'y a aucun souci pour que nous fassions un thème là-dessus. Bonsoir, nous vous écoutons. Nous bien? Oui, bonsoir, M. Otto et M. Limé, toi, hier. Au coton, madame, M. Otto, il faut mettre madame aussi, et M. Ali aussi. Bon, ça, c'est tout coup. Bon, regardez, le thème là, c'est servir et s'enrichir, pas où s'enrichir. Il y a une bagaille sur l'autre. Là, vous voyez, on est en profession de foi, on vient pour servir le peuple là. Servir le peuple là, attendez des. Et quand M. t'a dit, bonsoir madame. Et c'est pas quand vous voulez faire, c'est quand vous doit être fait pour ranger la situation à peuple là, pas tout putain, mais ranger la situation à peuple là. Et là, vous voyez, avant les candidats, tout le monde savent, tout putain, il y a aussi tout dossier. Mais c'est lui, mais pas dire en compte vous, mais c'est un monde qui va pas contre vous, c'est un monde qui va vous. Et à qui vous mettez pour moi, pas vous. Vous savez, putain, là, vous venez, vous passez au pouvoir. Et vous venez, premier putain, vous demandez, moi, pas comprendre, pas comprendre ça, vous dit, je ne suis pas au courant. Alors que là, vous voyez, les candidats, ils ont passé tous ces dossiers là-bas. Ça, c'est servir la population, et mettre évidemment que ben on définition là ça. Après, s'enrichir, logiquement, on va faire l'argent. À part on va faire millions. Mais si là, on va venir au pouvoir, on y a un mandat, et monsieur le maire de Trois-Rivières, excusez-moi, c'est Eric Kaiser, c'est pas du bénévolat, c'est du volontariat. Vous avez pour faire en mission. Un monde qui a fait en mission, il a fait du volontariat et non du bénévolat. Tout à fait. Et moi, en témoin de parce que nous avons une période cyclonique là. Normalement, tout le monde aujourd'hui joue qu'à acheter de l'eau. Mais important pour une et demain matin avant 8h ou bien cela, voyez ça si WhatsApp, vous voyez ça si email pour dire à qui les doit venir chercher de l'eau parce que nous avons acheté de l'eau. Et qui monde qui a servi avec de l'eau là, qui a acheté de l'eau plus, c'est pas presque pas Guadeloupe pas en majorité là. Donc moi pour vous dans ça, en seul bidon dit nous mais là et quelle que soit politique là, il a vu une profession de foi et pour servir peuple là et il a servi avec belle parole en bas dit mais là mais il va faire il va toujours continuer son bidon la notion de continuité de service. Oui, mais pas la continuité de service qu'a peuple la demandé, mais la notion de continuité pour exister, pour toujours servir avec peuple et pas bas peuple à libre. Parce que tout le monde va voter pour là, il y a l'opposition, pas oublier, c'est un monde qui va voter pour, et il n'y a pas voter pour. Donc là, vous voyez, la majorité là passer, mais le problème là, c'est pas que vous goumer pour dire quand vous le faites, 49.3, non, si vous faire ça, ça veut dire que vous foutez pas mal de peuples là, vous va faire 49.3. Encore laissez pour le monde.
Merci, monsieur. Merci. Et nous reviendrons avec vous d'ici quelques instants puisque nous marquons une courte pause. Voilà, nous revenons avec vous et nous récupérons tout de suite un appel de téléspectateurs. Et puis, je sais que Raymond voulait réagir, donc ça sera un tir groupé. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Les intervenants sur le plateau. Surtout, il y a des gens que j'apprécie beaucoup dans cette émission, M. Ancelade et M. Otto. Et les élus auraient dû justement se rapprocher de ces gens-là. Et ce sont des gens qui veulent faire avancer la Guadeloupe. Comme ça, ils auraient été plus au courant aussi pour fonctionner et faire fonctionner la Guadeloupe dans les meilleures conditions. Bon, au niveau de la politique est devenue un métier. Il y a des médecins qui laissent leur profession pour entrer en politique. Donc, si ça ne payait pas, ils ne seraient pas entrés là. Ils auraient continué à arriver dans leur cabinet à 8 h du matin et attendre les clients. Donc, ça devient pesant d'attendre un client à 8 h du matin et de finir à 14 h. Donc, on préfère entrer en politique, gagner de l'argent et parfois gagner de l'argent en dessous de table. Moi, j'ai été élu en métropole, dans une commune du Val-d'Oise. J'ai vu toutes sortes de magouilles. Et j'ai fait quand même pas mal de campagnes. La dernière campagne, c'était celle de Ségolène Royal, sachant qu'elle ne passerait pas. Parce qu'il y avait un deal entre les socialistes et la droite. Parce que la gauche devait avoir les régions et la droite prenait la présidentielle. Parce que ce qui se passait, c'est que Hollande était premier secrétaire du parti et il n'était pas encore prêt pour prendre la présidence. Donc on a envoyé Ségolène, mais sachant qu'elle ne fait ça pas passer. Là, au niveau de la Guadeloupe, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'élus corrompus et des maires corrompus. Et des adjoints qui ne foutent rien, qui n'ont rien à faire là. On ne peut pas me dire, on met quelqu'un responsable de l'éducation qui ne connaît rien au niveau de l'éducation. Quelqu'un au service technique qui ne connaît rien. Et il n'y a pas de suivi. Sur le boulevard Front-de-Mer, une société sortie d'Europe a construit, enfin, au niveau de Super U, un canal, et ça a été fait en parpaing. Quel que soit l'expert, M. Ancelade même peut regarder, c'est en parpaing que ça a été fait. Et le parpaing va pourrir. Toute l'évacuation d'eau qui va justement dans la mer, ça ne va pas durer longtemps. Eh bien, on est tenu à cette classe-là en Guadeloupe. La Guadeloupe a des têtes pensantes. Il faudrait que les élus fonctionnent avec ces têtes pensantes. Et là, au niveau des ouvertures des plis, il y a beaucoup de magouilles. Logiquement, ça ne devait pas se faire. Vous savez déjà qui est-ce que vous allez donner le marché. Donc, moi, je dis, il y a des trucs à revoir. Et il y a des gens qui ne doivent pas être en politique. Ils ont qu'à chercher un autre métier à faire parce que c'est le peuple qui souffre. Merci, quand les élections arrivent, eh ben, il y a des élus qui distribuent des portables avec l'argent public. Moi, j'ai été invité, j'étais élu en métropole, j'ai été invité en grande pompe à la Sac-Jalbrel. Eh ben, j'arrive avec mon épouse, un cadeau, un truc, et avec des artistes. Et qui est-ce qui avait comme traiteur? Le nôtre. C'est avec l'argent de qui? J'appelle mon frère en Guadeloupe pour lui dire en cas manger des vinaigres en cas manger tibré à dans un pot. Il me dit oui. Eh bien, je lui ai dit voilà, il y a tel élu là qui a fait son truc. Eh bien, voilà, tout l'argent passe. Et les projets comme le pont de la Gabarre, tout ça, eh bien, ce sont des tocards. Merci, monsieur. Il faudrait donner aux gens
compétents à cette place-là. Ils n'ont rien à faire là. Merci, monsieur. Merci. Merci à vous. Je vous demanderai encore une fois d'être un peu moins long, puisque nous avons beaucoup d'appels et nous aimerions en récupérer un maximum ce soir. Oui. Donc, nous reviendrons. Est-ce que vous voulez réagir rapidement sur ce qui a été dit? Non. Nous récupérons le temps de faire le point. Un autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Madame Boissé. Bonsoir aux invités. Bonsoir, Madame. Je suis devant ma télévision à vous écouter depuis un moment. C'est bien porté au niveau du thème « Être élu, servir ou s'enrichir ». Oui. Et depuis deux émissions, j'ai l'impression qu'on bifurque par rapport au thème. À un moment donné, ça fonctionnait très bien. On restait dans le thème jusqu'à la fin pour permettre à chacun de comprendre. Mais là, il y a tout un mélange, comme le soir, il y a tout un mélange au niveau du thème. Alors, être élu, servir ou s'enrichir. Certains d'entre vous qui êtes là, vous êtes peut-être pas très jeune ni trop vieux. Pour vous rappeler que les élus d'antan, il y avait notamment au niveau du maire, il y avait un chéquier. Depuis quelques années, avec la M14, M17, toutes sortes de F, les chéquiers ont disparu dans les mairies et c'est géré par la trésorière de la ville ou de la collectivité. Donc, il y a eu du changement. Il y en a peut-être parmi les élus aujourd'hui qui vont s'enrichir beaucoup moins, mais à qui on demande davantage. Est-ce que vous savez que les simples conseillers municipaux de beaucoup de communes qui sont aujourd'hui encore aujourd'hui des bénévoles, qui donnent de leur temps, qui s'habillent, qui utilisent leur propre voiture pour aller défendre les causes de la commune. Parce que les conseillers, je ne parle pas des adjoints au maire, qui sont aussi des conseillers, mais je parle des simples conseillers qui arrivent après le nombre d'adjoints. Il y a très peu de communes, voire même une grande commune de notre place, au Moule, il n'y a pas longtemps qu'ils ont pris une délibération pour permettre aux simples conseillers d'avoir une indemnité. Alors, est-ce que lui servir ou s'enrichir? Il faut flécher les élus qui perçoivent une indemnité assez conséquente et si le même élu qui est en mairie en tant qu'adjoint ou en tant que maire, il se retrouve au conseil départemental ou il se retrouve au conseil régional pour lui permettre encore de gagner. Cela, il gagne. Mais ceux qui sont vraiment bénévoles, à partir de simples conseillers, ils ne gagnent rien du tout. Au contraire, ils dépensent leur argent pour servir la population. Et comme, je peux vous le dire, puisque j'ai été simple conseillère et j'étais avec le donc je peux faire la part des choses. Comme on est déterminé à travailler sur le programme qui était mis en place au moment des élections, on se trouve face à certains qui vous dévalorisent parce que vous arrivez avec tout votre bon vouloir, et ou alors certains même qui vous disent, de jeunes personnes comme vous, parce que vous dites trop de vérité, et méritent quelques minutes. Ça va juste là. Donc, ça ne donne pas envie à certains élus vraiment de travailler jusqu'au bout. Et on a un problème au niveau du département pour finir. Quand le maire qui désigne quelqu'un pour aller représenter la ville ou alors représenter la collectivité dans un service quelconque, à la RS, et il y a des décisions à prendre, cette personne ne veut pas préparer pour dire voilà, ma ville veut ça, donc on veut ça, mon département veut ça. Cette personne arrive, on n'a rien dit. Vous ne pouvez pas représenter votre ville, et ça, c'est le travail-là qu'on doit faire. Faire le travail au niveau de ce qu'on envoie nous représenter dans les différentes instances, au niveau de la protection, quand il faut défendre les demandes de fonds et au niveau des différents
grandes collectivités, ceux-là, on doit les former pour qu'ils aillent défendre Merci, madame. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée. Merci beaucoup, madame. Voilà. Une réaction? Oui, juste pour pouvoir porter un éclairage à madame. Effectivement, il y a des collectivités, comme c'est le cas actuellement sur la ville de Trois-Rivières. Donc, le maire reçoit une indemnité, les adjoints aussi, et les conseillers municipaux reçoivent eux aussi, ceux de la majorité reçoivent une indemnité, parce que pour recevoir cette indemnité, vous devez avoir la délégation du maire dans un domaine bien spécifique. Donc, effectivement, il faut que la population sache qu'il y a une enveloppe. Donc, dans le cadre de la réalisation du budget, il y a une enveloppe, donc un montant global annuel qui ne doit pas être dépassé et qui est consacré à ces indemnités. Donc, dans ces indemnités, dans cette enveloppe globale, il y a l'indemnité du maire, il y a l'indemnité des adjoints et aussi, donc, sans dépasser l'enveloppe, nous permettons à ce que les conseillers, chez nous à Trois-Rivières, de la majorité, disposent donc tous les conseillers? Tous les conseillers de la majorité de Trois-Rivières, parce qu'en fait, c'est la délégation qui permet de déclencher l'indemnité. Donc, ils disposent de cette délégation. Ils ont tous une délégation? Tous les conseillers ont une délégation du maire, ce qui implique à ce qu'il y ait une séance de travail, parce que la volonté qui doit être mise en avant, c'est la volonté de la feuille de route que la population, que nous avons travaillé dans le cadre des élections, c'est-à-dire de notre vision. Voilà, c'est pour éviter à ce qu'il y ait quelques écarts, comme l'aurait précédé la dame. Voilà. Voilà, nous récupérons un dernier appel et puis je viendrai avec vous pour le tour de plateau. Bonsoir. Oui, bonsoir madame et bonsoir à l'ensemble de vos invités. Bonsoir, monsieur. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand on regarde bien l'élection de maire, c'est quelque chose de complexe. Mais néanmoins, ce qui se passe, c'est que quand on regarde l'ensemble des maires qui sont élus, très peu, me semble-t-il, ont une compétence élargie pour pouvoir gérer une commune ou une ville. Donc, en fait, pour moi, la meilleure chose, ce serait que, effectivement, les maires soient entourés d'une équipe qui soit compétente en la matière. Mais le problème est le suivant. Quand l'équipe est compétente en la matière, est-ce que le maire a la capacité de, comment dirais-je, de voir qu'effectivement les gens qui sont autour de lui sont vraiment compétents et lui peuvent l'aider au mieux dans sa tâche. Je ne suis pas sûr que la plupart des maires sachent en tout cas apprécier la qualité des collaborateurs qui les entourent et la compétence des collaborateurs qui les entourent. Et c'est ça toute la difficulté. Vous savez, prenez une entreprise. Vous avez dans votre entreprise un certain nombre de personnes qui ont des tâches. Si le responsable n'est pas capable, je dis bien, n'est pas capable d'estimer la qualité de la prestation que fournit ses employés, vous ne pouvez pas aller bien loin. Vous ne pouvez pas aller bien loin et vous êtes limité. Je ne vais pas être très long parce que vous souhaitez que les gens ne soient pas longs. Je vais vous dire une dernière chose, c'est que, en fait, moi, ce que je trouve, notamment aux Antilles, c'est que, en fait, les maires n'ont aucune obligation de résultat. Et ça, cela me dérange. Ils n'ont aucune obligation de résultat. Et je citerai pour une anecdote que j'avais vue une fois dans une émission de M6, où un maire, qui était une dame d'un petit village de 6 000 habitants,
le maire expliquait que à partir du jour où un de ses agents techniques lui a signifié qu'ils avaient, vous savez, sur une place publique où les enfants pouvaient jouer, une balançoire, qu'un de ses agents lui avait dit, vous savez, s'il y a un boulon qui, au niveau de cette balançoire, qui pourrait sortirait, qui n'existerait plus parce que, avec le temps, il y a eu, voilà, un défaut sur la balançoire. Qu'un enfant chute de la balançoire, le maire, il pouvait être inquiété pénalement. Ce maire disait que, à partir du moment où il a eu cette information, il n'attendait qu'une chose, la fin de son mandat. Aujourd'hui, chez nous, vous avez toutes sortes de choses qui se passent et personne n'est inquiété. Voilà. Merci et bonne soirée. Merci à vous, monsieur. Merci. Voilà, c'était le dernier appel, malheureusement, pour ceux qui n'ont pas pu réagir au sein de cette émission. La semaine prochaine, nous aurons un autre thème tout aussi intéressant. Alors, un tour de plateau pour répondre à cette question. Être élu, servir ou s'enrichir? Je débuterai avec Raymond. Je vais répondre à la réflexion de la dame de tout à l'heure. En fait, dans notre propos, on a toujours nuancé. En fait, on a parlé du chef d'édilité, le maire, mais aussi on a parlé des équipes. Et justement, on a fait cette notion en disant que le volontariat n'était pas du bénévolat. C'est-à-dire que ce que disait madame qui est juste, vous avez des personnes dans les équipes qui investissent leur denier parce qu'ils croient au fait de pouvoir apporter un plus pour la cité. Et c'est tout à leur honneur. Le problème qui se pose, c'est que ces bonnes volontés s'usent, et je dis ça sur le couvert de monsieur le maire. Vous pouvez avoir une personne sur une mandature, mais la deuxième mandature, lorsqu'elle voit effectivement qu'elle n'a pas progressé, avec toute la bonne volonté, et pourtant elle a envie de faire parce qu'elle a une compétence qu'elle veut partager, généralement elle se dit que la fin ne vaut pas les moyens et les investissements et reste chez elle. Répondre à la question, alors je vais revenir à mon propos liminaire. Oui, si la personne est motivée à venir pour servir les besoins de la collectivité, et comme disait Evita, quitte à se mettre à dos la population, mais à répondre aux priorités du territoire, pour moi, non, il n'y a pas d'enrichissement personnel pécunier, mais je pense que cette personne se gardera, si elle brigue un deuxième mandat, d'être dans cette posture bienveillante. Et ce que disait Harry qui est vrai, il faut qu'on se pose la question que peut-être qu'on a les politiques qu'on mérite. Parce que on est toujours dans la critique sur ce que les gens font, mais on ne se pose jamais les bonnes questions. Et de ma petite expérience sur la Terre, puisque la dame a dit peut-être qu'on n'a pas tout vu, mais moi, je suis assez humble là-dessus d'accepter de ne pas avoir tout vu. Mais je me dis, si on a eu une crise de l'engagement, ce n'est pas le fait du hasard. Hein. C'est-à-dire qu'on s'est bien rendu compte qu'on a déplacé le curseur. Et on le voit au niveau des associations, on peine à pouvoir avoir une vie associative dans la cité. Parce qu'aujourd'hui, l'indicateur argent, et tu as raison, est la chose qui prime maintenant, si on veut s'occuper des choses de la cité. Et je regarde l'ensemble des communes de la Guadeloupe, et peut-être que cette dame a dit cette chose-là et que ça va nous permettre de réfléchir, mais le législateur a prévu que l'équipe soit formée et se forme sur les compétences ou les délégations que le maire leur confie. La question est, et c'est plus la fonction qui pose problème, mais c'est l'individu qui habille la fonction. Est-ce que la pensée guadeloupéenne est à l'intérieur de nos élus? Et peut-être là, effectivement, on pourra savoir si c'est un sacerdoce ou si on vient pour arranger et clarifier nos patrimoines. J'ai envie de terminer comme ça, par un questionnement, une réflexion. Merci Raymond. Harry? Quelqu'un qui a appelé a dit servir et s'enrichir. Mm-hmm. Alors, vous savez, aujourd'hui, en 2023, on ne parle que de fric. On parle que de fric. Mais le fric inflationniste, ce n'est pas de l'argent basique. Aujourd'hui, moi je dis ça tout le temps, hein. Moi, les salaires de sportifs, des maisons comme ça, je trouve qu'on est dans un délire total. Tout perd rien n'a plus de sens. Mais par contre, il y a un fait certain, je pense que dans tous les métiers, que ce soit chez nos entreprises ou autre,
vous choisissez d'abord votre métier et vous gagnez de l'argent dedans. Si vous choisissez comme vous gagnez de l'argent, vous risquez de vous planter. Oui. Parce qu'il faut d'abord choisir le métier qui vous intéresse. Et après, vous arrangez pour gagner votre vie dedans, et le mieux possible. Eh bien, la politique, pour moi, c'est là où il ne faut pas se tromper. Je pense que, théoriquement, c'est pareil. En politique, il y a un certain nombre de qualités pour être politicien. Alors, ce n'est pas obligatoirement des compétences techniques. Ce n'est pas ça du tout. C'est des qualités personnelles qui font une politique pour moi. Et ensuite, vous pouvez faire une équipe, vous avez des compétences et tout ce que vous voulez. Mais ce sont des qualités personnelles d'abord. Et ça, si vous vous sentez cette capacité, enfin, cette force-là, vous y allez. Mais on parle d'élus en politique, mais vous savez, le monde syndical fonctionne pas mal aussi. On parle tout le temps d'élus en politique. Moi, je me souviens quand j'étais patron du BTP, je voyageais en Algérie parce que je trouvais ça anormal de voyager sous le fond des gens. J'avais tort quand même, hein, en club, mais je trouvais les syndicalistes étaient en club. Hein. Et c'était marrant parce que c'était un problème. Parce que moi, grand patron du BTP et ensuite vice-président du MEDEF, je voyageais en Algérie et les syndicalistes étaient en club. Bon, ça m'amusait. Mais c'est finalement, tout un chacun, il trouve ses intérêts. Et j'ai découvert d'ailleurs qu'il y a une multitude de postes où il y a un paquet d'avantages. Mais là, moi, ça ne me choque pas si un travail est fait et dans un bon sens. Moi, ce n'est pas un débat de s'enrichir. Moi, je préfère un individu qui a gagné sa vie, mais qui a fait avancer une cité et qui a fait avancer sa communauté. Mais je préfère ça qu'un individu qui dit « j'ai jamais rien gagné, mais nous non plus ». Et personne n'a avancé. On va finir, on a parlé de l'eau. Tous les matins, je me dis, mais je ne peux pas penser qu'en Guadeloupe, il y a des gens qui n'ont pas d'eau. Je me dis, mais ce n'est pas croyable. Parce que je pense qu'on n'a pas manqué d'argent pour ça. On a manqué de culture politique, de culture de responsabilité. Mais cette responsabilité n'est pas que guadeloupéenne. Hein. Parce que ça, ce débat-là, je ne veux pas l'entendre. C'est un ensemble c'est une gestion collective avec l'État en priorité. Et tout le reste, parce que tout le système mis en place, c'est l'État qui l'a mis en place. Et ça a coûté, oui, mais ça a coûté. Et ce problème-là, aujourd'hui, déstabilise complètement tout un pays, parce que c'est l'élément clé de notre pays. Et on a raté le départ. Alors, être élu, servir ou s'enrichir, et on ira un petit peu plus vite de l'autre côté. Être élu, servir ou s'enrichir. Tu n'as pas répondu, Harry? Ah non, mais j'ai répondu. C'est servir et s'enrichir. Et gagner sa vie. Et s'enrichir, c'est gagner sa vie. Moi, je ah ben oui, moi, je... Tu l'assumes. Voilà. Tu l'assumes. Bon. Non, mais moi, ce que je pense... Ce que je pense, en fait, tout à l'heure, on vient de dire, d'ailleurs, c'est bon de former ceux qui sont dans l'équipe parce qu'on parle que des maires, d'ailleurs. Hein. On a vite rétréci au maire, parce que c'est lui, pour moi, c'est le personnage le plus important. Pour moi, c'est pas discutable. Mais ce que je voudrais dire, surtout, c'est que, en fait, il ne s'agit pas seulement de former les gens qui vous entourent et qui travaillent avec vous. Il faut former sa population. Et ça, je pense que c'est le rôle essentiel. Mais là, on ne peut le faire vraiment que si on est capable de perdre. Et je pense que ce qui force un peu le jeu en matière politique, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qu'on fait parce que, justement, on ne veut pas perdre. Et quand on a intégré dans sa tête, il faut prendre ce chemin, et il faut accepter éventuellement de perdre, ça change complètement la donne. Parce que quand on a formé une génération, quand on est maire à peu près à 6 ans, pendant 6 ans, je suis désolée, mais les gamins de 12 ans, ils ont 18 ans, etc. Et on dit, voilà, ce que moi je veux, c'est que ma population soit à un niveau qui puisse permettre justement qu'on puisse à la limite me contredire, qu'on puisse dire Evita, tu as tort, là je pense différemment, parce que justement mon système a permis que tu puisses un jour te mettre debout devant moi, et c'est ça ma réussite, et me dire Evita, tu as eu tort. Et ça, c'est une vision de la politique qu'on peut difficilement, quand on est un homme, parce qu'on vous apprend justement le côté guerrier et tout de la politique, c'est une vision de la politique que certains hommes, effectivement, ne peuvent pas comprendre. Mais moi, je dis que c'est comme ça qu'on peut réussir les choses, parce que justement,
Nous ne sommes plus en termes de pouvoir et de s'installer dans le pouvoir. On est en termes de voilà ce que j'ai réussi à faire et voilà, tant pis si je perds le pouvoir parce que je sais que c'était le bon chemin. Voilà, c'est ça, c'est peut-être une vision de femme. Merci Evita. Donc rapidement, nous terminerons avec Jean-Louis Francisque, maire de la commune de Trois-Rivières. Alors c'est vrai qu'à la question ce soir, servir ou s'enrichir, alors je me positionnerai du côté du service parce que comme je l'ai dit dès le départ, au-delà de la démonstration financière que je ne cesse de faire, pour bien montrer qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un enrichissement me concernant. J'ai des valeurs d'engagement et qui font que j'ai toujours considéré la chose publique comme une mission. On est là, on a une mission à réaliser pendant un certain temps, on a un message à transmettre à cette population et le message que j'ai voulu transmettre, c'est que la politique, comme j'ai eu l'occasion de la côtoyer pendant quelques années auparavant, où on voyait que la notion de corruption, la notion de tromperie de la population était véritablement le message qui était transmis au quotidien. Oui, je suis venu en 2020 avec cette volonté de pouvoir avoir un autre discours. Aujourd'hui, je suis concentré sur cette notion de service, c'est-à-dire continuer à travailler. On fait preuve d'attaque directe, de traque des opposants qui ne cessent de raconter ce qu'ils veulent sans en apporter la preuve. Ils racontent ce qu'ils veulent. Je reste concentré sur le service que je dois accomplir au profit de la population et je suis heureux d'accomplir cette mission jusqu'à ce que la population veuille que je puisse la poursuivre avec elle. Voilà. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une autre thématique, mais surtout je vous laisserai avec ce mail que les choses soient dites @gmail.com. Donc que les choses soient dites @gmail.com. Voilà donc prochain rendez-vous mercredi. Excellente soirée à tous. OK.